Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire où aujourd'hui on va parler plus globalement d'informatique. Alors la thématique qu'on a choisie, c'est finalement un peu une alternative au développement informatique et on va notamment parler sur le fait de devenir chef de projet dans l'informatique. Alors moi je suis Maxime Leduc, je suis le responsable du service admission chez Ionis STM. Ionis STM qui du coup est une école du groupe Ionis et qui forme des profils scientifiques majoritairement à de la gestion de projet. Je suis aujourd'hui accompagné de Richard Penaud. Bonjour Richard. Bonjour. Qui est du coup le responsable, lui, de la filière informatique et management au sein d'Ionis STM, qui a une longue carrière de consultant, qui a un peu fait, si vous voulez, pas mal de choses dans l'informatique. Donc on va s'appuyer aujourd'hui de son expertise pour justement détailler un peu le marché de l'informatique et après rentrer un peu plus dans le détail sur les postes de chef de projet aussi, vers quoi nous on va vous former. Je vous invite bien évidemment, et on sera ravis d'y répondre avec Richard si vous avez des questions, à pas hésiter à les poser, on y répondra bien évidemment au fur et à mesure. Je vous propose qu'on commence du coup ce webinaire du coup avec une question un peu de base pour commencer. Alors c'est au niveau du marché de l'informatique. Donc comme on l'a dit un peu Richard dans l'introduction, forcément quand on parle d'informatique, on pense tout de suite à des métiers de développeurs et je pense que c'est une place assez importante aujourd'hui dans le marché de l'informatique. Alors, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont le réflexe informatique, programmation, ingénieur système, ingénieur réseau, mais depuis un certain nombre d'années, se sont développés toutes sortes de métiers autour de ces métiers très techniques. Alors, il y a évidemment le pilotage de projet. Il y a, après, dans la carrière, les métiers de la gouvernance, qui sont la gestion d'une direction informatique ou d'un département dans une société de services, par exemple. Et puis, les supports qualité, le support méthode. D'accord, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est quand même des secteurs où il faut quand même pas mal de compétences techniques en informatique. Et on a quand même un peu l'impression qu'il est parfois difficile en termes de recrutement, de recruter des profils un peu spécifiques, non? Comment tu le ressens, toi? De toute façon, le recrutement en informatique a toujours été un problème. On cherche de plus en plus des personnes qui ont un certain nombre, un background significatif en informatique. Alors quand je dis significatif, ça peut aller d'une très longue expérience jusqu'à simplement savoir ce qu'on peut faire en informatique et ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont les technologies utilisées. Ça ne demande pas d'avoir programmé, d'avoir pendant 10 ans, mais savoir avoir ce qu'on appelle un bagage informatique. Et la fameuse deuxième compétence qui est soit managériale, soit métier, ou les deux à la fois. La capacité à comprendre les besoins des métiers pour que les informaticiens, eux, sachent réaliser les bonnes solutions. D'accord. Donc il y a vraiment... Alors, trouver ces personnes-là qui sont la couche intermédiaire entre les métiers et les informaticiens, ça fait un moment qu'on peine à trouver ces personnes-là. Et Ionis, nous proposons de les former, de les préparer. Exactement, donc il faut de plus en plus d'une expertise technique, finalement aussi avoir des compétences un peu en gestion de projet pour évoluer, j'imagine, au sein de sociétés. Et c'est quand même un secteur, bien évidemment, qui recrute beaucoup. On ne va pas y revenir, mais forcément, l'informatique, depuis plusieurs années, est très en demande, parce que vous avez plein de choses qui arrivent, comme la cybersécurité, des choses où on est beaucoup plus en demande sur des profils forcément IT. Alors, on va du coup attaquer la partie des métiers dans le domaine justement de l'informatique. Je te propose, Richard, que tu nous détailles un peu au niveau notamment du système d'information, qui est une grande partie des métiers de l'informatique. Voilà, alors j'ai besoin de ce schéma que j'ai fait en 3 couches. La couche du haut, j'ai représenté les métiers. Normalement, les activités de tout métier doivent être représentées sous forme de processus. Et puis dessous, il y a le système d'information. Le système d'information, il a 2 couches principales qui sont les applications, tous les logiciels qu'on va utiliser. Et ces logiciels, ils tournent sur une infrastructure. Donc ce sont des serveurs et des réseaux pour les interconnecter. J'ai besoin de ce schéma-là pour montrer qu'il y a
les métiers informatiques, qui sont des métiers techniques. Alors, effectivement, les programmeurs, les développeurs, les ingénieurs système, ingénieurs réseau, les DBA, ce sont les personnes qui administrent les bases de données, qui optimisent les bases de données. Donc, toute une panoplie de métiers d'informaticiens. Et puis, au-dessus, il y a ce que j'appelle les métiers du système d'information, qui s'adressent à des personnes. Alors, ce sont soit des informaticiens qui, progressivement dans leur carrière, sont montés vers des postes de management ou d'interface avec les métiers, ou plus rarement des gens qui viennent des métiers puis qui s'intéressent à l'informatique. Alors ceux-là, bien souvent, il leur manque le background informatique. Et nous, à Ionis, nous nous proposons de leur donner ce background et d'aller directement dans des postes comme ça. D'accord. Alors, là, j'ai fait un peu l'inventaire des métiers de l'informatique et des métiers des systèmes d'information. Alors, c'est un résumé d'une nomenclature qui existe, où il y a une quarantaine de métiers. Donc, évidemment, là, j'ai résumé les principaux. Mais vous voyez bien qu'en haut, on va avoir les métiers d'études et développement. Bon, c'est la conception d'applications, le codage, donc la programmation, les tests, l'intégration, et puis la maintenance de ces applications. Les métiers de l'exploitation des systèmes. Il s'agit de maintenir en conditions opérationnelles, c'est le terme qu'on utilise, c'est un terme militaire d'ailleurs qu'on utilise en informatique, pour maintenir en fonctionnement les ordinateurs de bureau, le réseau, les applications, et les remettre en route, etc. Et puis évidemment, ces deux pavés-là sont complétés les métiers d'expertise support. Alors ce sont souvent des seniors qui se spécialisent dans les méthodes qualité, la sécurité, etc., qui viennent en renfort auprès de ces équipes. Et dessous, on a les métiers des systèmes d'information avec, on va dire, une partie gouvernance et management du système d'information, on peut comprendre, les chefs de projet, les achats, la stratégie, la veille technologique, et puis une couche, enfin un pavé, un groupe de métiers plus fonctionnels. J'aime bien le mot de correspondant avec les maîtrises d'ouvrage, l'interface avec les métiers. Et puis, il y a un métier qui a le vent en poupe, qui s'appelle Product Owner. Alors, les Product Owners, ils ne sont pas forcément dans les directions des systèmes d'information, ils sont bien souvent conservés dans les métiers. Je les ai mentionnés ici. Alors, le petit logo Ionis STM qui se répartit là, c'est que nous, dans nos filières, nous préparons à ces métiers-là. Un peu moins au métier de l'exploitation. On peut en avoir, mais chaque année, il y en a un ou deux qui viennent à la technique comme ça, mais parce qu'ils ont la fibre, ils étaient déjà ingénieurs avant, ils sont restés un petit peu là-dedans, mais la plupart du temps, on forme plutôt des chefs de projet ou coordinateurs dans des projets qui sont découpés en plusieurs sous-projets. Il y a des coordinateurs Alors, il leur faut un bagage technique qu'on leur fournit. Alors, sinon, ils vont être un peu perdus. Ouais, après, j'imagine qu'ils viennent déjà un peu avec une expertise, donc ils apprennent aussi d'autres logiciels. Alors, on le verra après, mais selon à quel niveau ils rentrent, il y en a qui ont déjà utilisé des logiciels ou qui ont déjà background technique. Il y en a qui viennent, par exemple, de Supinfo, donc ils savent programmer. Ou de l'Epitech, un groupe, ils savent programmer, mais ils veulent pas rester programmeurs. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour cette petite cartographie. Du coup, on en parlait, donc en plus de cette partie technique, quelles compétences du coup on peut avoir pour se démarquer chez Ionis STM, donc pour représenter un peu l'école. Donc, on est une école qui s'est créée il y a 18 ans dans le groupe, d'où on formait à la base des masters EPITA justement. Si vous voulez, à l'époque, eux avaient plutôt une bonne expertise de la partie technique, ils trouvaient assez facilement du travail dans l'IT justement, mais ils avaient, comme on vient de le voir, un peu plus de difficultés en termes d'évolution de carrière pour arriver sur des postes de management dans l'informatique. Donc forcément, on a décidé, nous, de créer un cursus qui allie à la fois la partie technique et informatique, et on rajoutait ce qu'on va appeler globalement du marketing, du commerce, mais surtout de la gestion de projet, pour du coup arriver sur des compétences en management et donc tendre vers ce qu'on a appelé une double compétence, donc à la fois technique et managériale. Voilà un peu pour le concept de l'école, du coup, qui est né à travers l'informatique. Alors,
Qu'enseignez-vous à vos étudiants chez UnisSTM? Je te propose un peu de détailler le programme, sachant qu'on recrute, nous, à partir de Bac+2 validé. Voilà, alors on peut rentrer à UnisSTM à trois niveaux, soit au niveau bachelor, mais il s'agit de la 3e année de bachelor, hein, nous prenons des Bac+2 minimum, ça peut être un autre bachelor, mais au niveau minimum Bac+2. On peut rentrer au niveau master 1re année ou master 2e année. Bien évidemment, chez nous, ceux qui rentrent en bachelor, ils font le M1, le M2 de façon naturelle. Mais on prend aussi des personnes qui viennent d'horizons différents, sous condition qu'ils aient un background équivalent à celui que nous fournissons dans l'école. Alors, en bachelor, on appelle ça, nous, une phase d'harmonisation, avec des cours de base. Alors, il y a des maths, il y a de l'informatique, au sens, il y a de la programmation, il y a un peu de système Unix, système Windows, on découvre un peu tout ça. On aborde déjà un peu la gestion de projet. D'accord. Et puis, ce que c'est qu'un système d'information. Il y a du marketing, et puis du management. On commence à faire de la gestion d'équipe, de la gestion de réunions. Et alors, en M1, on appelle ça l'année de stabilisation, où on rentre un peu plus dans le détail de l'algorithmique, les bases de données, la structuration des données. Il y a des cours de programmation, les technologies web, on commence à savoir programmer en SQL pour les bases de données. Méthode et qualité, alors là on découvre les méthodes, les différents cycles de développement, avec toujours le cycle en V, qui existe toujours, après les cycles en cascade, les cycles en V, et puis les méthodes agiles, en particulier les méthodes Scrum, parce que c'est la plus utilisée en France. La découverte de certains logiciels, et puis des thèmes plus précis, hein, comme l'intelligence économique, la cybersécurité. On est dans une phase de découverte et de préparation aux spécialités de M2. D'accord. En M2, nous avons 4 spécialités, alors techniques entre guillemets, hein, que comme on s'est escrimé à le dire avant, on ne forme pas des ingénieurs hyper techniques, voilà. Mais on va donner, donc il y a toujours le mot management, qui regroupe de l'aspect gestion de projet, mais très large, hein, il y a aussi de la gestion d'équipe, il y a la communication, la gestion des conflits, la gestion des risques, tout ce qui concerne le management de façon générale. Et puis, il va y avoir une coloration. Alors, on a Big Data, donc il y a des gens qui vont avoir les architectures Big Data, le langage Hadoop, l'interrogation de bases de données, SQL et NoSQL. Voilà. On a une branche cybersécurité, donc sur la sécurité des systèmes d'information, avec les tests de pénétration, les outils de défense et de protection des systèmes d'information. Une branche intelligence artificielle, qui va avoir des cours communs avec le Big Data, hein, parce qu'il y a beaucoup de données utilisées en intelligence artificielle qui sont sous forme de Big Data, donc là, ils ont des cours en commun. L'informatique décisionnelle, là aussi, il y a des choses un peu en commun entre Big Data et informatique décisionnelle, hein, mais enfin, les outils ne sont pas les mêmes. Et puis, on a management et informatique, où là, c'est vraiment la voie reine pour être chef de projet. Cette branche-là, elle est un peu à cheval, d'ailleurs, entre notre filière digitale et notre filière informatique. Là, on forme vraiment des chefs de projet. Toutes ces personnes-là, on va leur donner des cours de programmation. Alors, j'ai complètement structuré la façon dont on va enseigner les langages chez nous, parce qu'on avait tendance à leur donner des notions de l'initiation à beaucoup de langages. Et alors, en accord avec Cécile Francard, la directrice de l'école, j'ai proposé qu'on se concentre sur 3 langages, mais qu'on ait une vraie filière où on fait l'initiation en bachelor, le niveau intermédiaire en master 1 et un niveau avancé en master 2, et on se concentre sur 3 langages. Il y a Java, Python et PHP. Python progressivement a remplacé un peu le C, le C++ et le Pascal dans les entreprises. C'est le langage phare en ce moment. Voilà, alors, en Big Data, ils ont en plus un langage très spécialisé qui s'appelle le langage R. Il y a des langages d'interrogation comme Hadoop ou NoSQL, mais par spécialité. Tout à fait, donc selon les spécialités où il y a des langages plus travaillés forcément. Et du coup, donc sur le bachelor, on est sur une année en initiale, et après il y a forcément des stages à réaliser. Ah oui. Bien évidemment, qui vont venir compléter la formation, mais qui vont permettre surtout de mettre en avant
ce qu'on a vu en cours. Hein. Pour valider une année, il faut valider la partie théorique, donc les 6 mois de cours, avec toutes les matières, et valider un stage de 6 mois. Il faut qu'il se soit bien déroulé, que l'entreprise ait donné une bonne appréciation. Et nous, à l'école, on valide le rapport de stage, on note le rapport de stage. Bien évidemment. Et pareil, en deuxième année, 6 mois de cours, 6 mois de stage. C'est ça. Et sur, du coup, la deuxième année de MBA, pour des personnes qui ont déjà un bac plus 4, ils n'attaquent pas forcément directement à la spécialisation, ils passent par ce qu'on appelle une mise à niveau. Oui. On dire un mot rapidement. Alors, on ne l'a pas dessiné là, peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse à l'avenir. On a un SAS de mise à niveau qui dure 4 mois, qui nous permet de recruter des personnes qui ont fait leur M1 dans une autre université, une autre école. On en a aussi beaucoup qui ont déjà un M2, mais dans une autre discipline. Alors, ça ne peut pas être complètement déconnecté, hein. Il faut avoir fait quand même des choses pas trop éloignées, mais pour des gens à qui il manquerait un peu de programmation, un peu de management, un peu de finance d'entreprise, on leur donne un peu en accéléré, ce qui leur permet de suivre, ce qui leur permet de rejoindre leurs copains du M1, M1 chez nous, de façon à ce qu'il n'y ait pas de personnes qui nous disent « Ah bah ouais, mais moi, je n'avais jamais programmé en Java, je suis complètement perdu ». On leur donne tous les cours de rattrapage, alors ce n'est pas le bon mot, hein, c'est une mise à niveau. Ouais, c'est adapté par rapport à leur parcours, c'est aussi ça l'avantage de la mise à niveau, finalement, c'est que un peu à la carte. Alors, nous avons une question justement de Justine qui souhaitait revenir sur les stages que vous venez d'aborder. Elle nous demande est-ce que l'école nous aide pour la recherche de stages? Alors, normalement, c'est à l'étudiant de trouver son stage. Nous aidons les étudiants de deux façons. On a des séances de coaching en amont. On leur explique comment faire un CV, comment se présenter, qui et comment démarcher. Donc, il y a une préparation. On ne leur dit pas, comme ça, maintenant, les cours sont finis, débrouillez-vous pour trouver un stage. Ils ont été préparés, accompagnés avant. Mais normalement, c'est à l'étudiant de trouver son stage. La plupart trouvent leur stage par lettres de candidature spontanée. Nous, à l'école, nous recevons des offres de stage qu'on publie dans un intranet, hein, je crois. On a un job board. Donc, évidemment, il faut savoir que les entreprises qui envoient des offres de stage, elles les envoient à plusieurs écoles. Donc, il faut réagir vite pour être. Si, là, on a le cas en ce moment, la plupart de nos étudiants ont trouvé un stage, mais restent ceux qui n'ont pas encore trouvé, donc on fait du coaching. Ben ça, tu peux en parler mieux que moi, parce que tu en fais. Oui, tout à fait. On les aide à ne pas être en rade et pas être perdus. En fait, globalement, au début, on leur donne les outils pour qu'ils puissent chercher un peu en autonomie, et ceux qui sont un peu en difficulté, on va essayer de trouver les problématiques, parce que dès qu'on est en recherche de stage, il peut y avoir des problèmes sur le CV, des problèmes sur le sourcing au niveau de l'offre, du projet professionnel ou au niveau des entretiens, donc, où ça peut bloquer. Donc, il faut déjà identifier le point bloquant. Donc, c'est aussi là où on refait une passe et ça se passe généralement très bien. Et on a aussi des événements qu'on organise chaque année. Il y a le forum entreprise, où il y a des entreprises du coup qui viennent directement à l'école pour proposer des offres qui marchent très bien. On a une trentaine d'entreprises qui viennent chaque année. Et on a aussi, et ça c'est quelque chose dont on est très fier, ce qu'on appelle le job dating, où finalement c'est des anciens de chez nous qui viennent à la rencontre des étudiants. L'idée, bien évidemment, c'est que s'ils ont des offres, ils puissent aussi leur transmettre ou les mettre en relation avec des personnes qui sont en charge du recrutement, mais aussi qu'ils puissent parler de leur métier. Puisqu'on l'a vu, il y a finalement une multitude de métiers et c'est assez intéressant d'avoir un retour terrain, finalement, d'une expérience, d'une expertise, voir un peu comment ça s'organise tel métier au sein d'une société. Donc oui, il y a pas mal de choses qui se mettent en place au niveau de l'aide. Bien évidemment, vous aurez à chercher par vous-même, mais ça se passe généralement très bien. On a une autre question ou on continue? Non, vous pouvez continuer pour le moment. Alors, on va parler des secteurs du coup qui recrutent au niveau de l'informatique, parce qu'on a pas plus parlé des métiers. Alors, on va le voir, mais j'imagine qu'il y a pas mal de secteurs dans l'informatique qui recrutent. Alors, on pourrait vous dire tout le monde recrute, mais on va quand même le classer en secteur. Là, il y a ce qu'on appelle en anglais les end users dans toutes les entreprises utilisatrices d'informatique, ce qu'on appelle entreprises finales ou end users ou utilisatrices. Mais alors là, tout secteur confondu. Donc là, je ne pense pas en avoir oublié, finance, transport logistique, l'industrie, chimie, pharma, qu'on pourrait mettre dans l'industrie, l'énergie,
la santé, mais la santé c'est très large parce qu'il y a le monde hospitalier et puis il y a l'industrie pharmaceutique, mais je l'avais mis en haut. Les télécoms, agriculture et tourisme, auxquels on ne pense pas, mais qui sont des gros consommateurs d'outils digitaux. Hein. Et l'agroalimentaire, bien sûr, et puis la grande distribution. Donc, tous les secteurs recrutent. D'accord. Sans problème. Un autre grand secteur, alors c'est le plus grand pourvoyeur de postes. Là, j'ai mis quelques logos, mais il y en a 10 000 en France. Hein. C'est les ESN, les entreprises de services numériques, qu'autrefois on appelait les SS2I. Non, depuis une dizaine d'années, on en parle d'ESN. Alors évidemment, vous connaissez peut-être de nom Capgemini, Atos et IBM ou Accenture, parce que c'est les plus grands. Bien sûr. Atos et Capgemini sont des sociétés françaises, mais qui sont dans le top 5 mondial. Hein. Ou top Atos, peut-être 6e ou 7e. Toutes ces sociétés-là recrutent à peu près 10 000 personnes par an. Ah, c'est important. Ouais. Alors, dans les 10 000, il y a en fait, c'est plus que ça. En général, il y a 10 000 créations de postes bruts, et puis net. Et puis, il y a 20 000 postes à pourvoir, mais dans les autres 10 000, c'est un peu du turnover entre eux. Voilà. Mais en création d'emplois nets, on parle entre 7 et 10 000 par an. Alors, cette année, ce sera peut-être un petit peu plus difficile, je ne le cache pas. Bien sûr. Donc, je vous ai mis quelques logos bien connus, mais ne négligez pas la multitude d'entreprises qui sont plus petites que celles-ci, dans lesquelles il fait bon vivre, hein, parfois. Tout à fait. Mais j'imagine aussi que dans les ESN, il y a du coup des profils juniors aussi. Alors, les juniors se casent plus facilement dans les ESN. Ouais, tout à fait. Et les ESN sont une très très bonne école de formation dans le prolongement de nos stages. D'ailleurs, ceux qui font des stages dans ces entreprises-là, c'est souvent une pré-embauche. Hein. Alors, un troisième secteur qui est méconnu en France, mais qui mériterait d'être bien plus connu parce qu'il est très dynamique et on a de belles enseignes en France, c'est le secteur des éditeurs de logiciels. Alors, il y a Soprasteria qui est connu avant tout pour être une société de services, mais Soprasteria est également éditeur de logiciels. Ils ont une branche, ils ont plusieurs logiciels qu'ils vendent avec des équipes support. Alors, le leader mondial, le champion français, c'est Dassault Systèmes, qui est le numéro 1 ou le numéro 2 ex aequo avec PTC sur les logiciels de CAO et de nomenclature et de toute la gestion de produits. Il y en a plein d'autres. Ne négligez pas l'allemand SAP, ServiceNow, etc. Il y a des étrangers hein, comme Oracle ou ServiceNow, SAP qui sont là, mais les autres sont des Français qui s'exportent très bien. D'accord. Et puis il y a un quatrième secteur qui sont les cabinets de conseil. Alors là aussi, j'ai mis quelques logos d'entreprises bien connues, mais ne négligez pas les cabinets de conseil plus petits. Hein. Alors on pourrait dire le conseil, c'est un métier de senior. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai monté mon propre cabinet de conseil après un certain nombre d'années. Et on a beaucoup vendu notre seniorité. Mais les logos que je vous mets là aiment bien aussi prendre des juniors qu'elles forment à leur façon. Et c'est un bon itinéraire pour apprendre d'autres de choses. Bien sûr. Et du coup, je rebondis juste sur ce que je disais tout à l'heure, que du coup, notamment les ESN recrutaient des profils juniors et que souvent ça menait d'embauche. Enfin, on est quand même, nous, sur des taux d'insertion qui sont assez élevés en sortie d'études chez l'UNISSTM. Alors, on varie selon les années entre 95 et 98% d'étudiants placés dans les 6 mois sortis d'études. Donc, c'est aussi dans cette démarche qu'on fait ce webinaire, c'est pour bien vous expliquer le marché de l'informatique, que vous comprenez bien vers quoi ça va vous mener, de manière à ce que quand vous intégrez chez UNISSTM, vous puissiez finalement assez facilement vous orienter vers un projet professionnel un peu plus précis. Moi, je fais pas mal de soutenance de rapports de stage. Je reviens de stage en N2 et est présent à la présentation du rapport de stage, le tuteur de stage de l'entreprise. Alors, quand l'étudiant a fait sa présentation, on débriefe un quart d'heure avec et par curiosité, mais aussi par professionnalisme, je leur demande, je me dis, mais qu'est-ce qui vous a plu chez cette personne? Et ce qui revient tout le temps, c'est il se débrouille très vite, il s'adapte très vite. On n'entend pas ça forcément des gens qui sont l'informaticien hyper pointu, le geek là. Voilà. Il y en a bien sûr qui s'adaptent, mais il y a aussi des gens qui veulent faire de la programmation, ils s'enferment là-dedans.
Et nos étudiants, j'entends que ils s'adaptent à l'environnement, ils s'adaptent aux nouveaux projets, ils parlent facilement aux autres. Et donc, pour faire une carrière de chef de projet, ce sont des qualités essentielles. Ils ont des capacités d'intégration. Oui. Très bien. Parfait. Et puis, comme ils ont vu un peu de tout chez nous, ils ne sont pas dépaysés par des outils de gestion de projet, par les outils de gestion des risques. Ils ont entendu parler de pas mal de choses. Exactement. Je crois qu'on arrive aux questions pour clôturer ce webinaire. Alors bien évidemment, on a essayé de faire quelque chose d'assez global, hein, comme vous avez vu, sur le marché, après les métiers et les secteurs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est prêt à y répondre avec Richard. Alors justement, nous avons 2 questions. La première, c'est une question d'Abdelhamid qui nous demande quelle est la formation de nos professeurs. Alors justement, on parle pas de professeur. On n'utilise pas ce mot-là, bien que dans les couloirs, les gens le prof, mais ce sont des intervenants qui sont pratiquement tous des professionnels. Alors, il y a énormément de consultants, hein, énormément de consultants un peu de mon genre, je vais dire. Et puis, pour des matières plus techniques comme la programmation, on a parfois des ingénieurs qui viennent justement des ESN que j'ai pu citer. Mais ce sont vraiment des professionnels qui ne sont pas... ils savent enseigner, ils sont habilités à l'enseignement et puis ils ont l'envie d'enseigner. Mais ce ne sont pas des professeurs d'université qui viennent distribuer du savoir et puis qui s'en vont. Ce sont des gens qui viennent dire comment eux, ils ont fait dans l'entreprise. Le deuxième point important, ce sont des experts dans leur domaine. On n'a pas de généralistes, hein, des gens qui sont vraiment dans leur créneau. Si on prend l'intervenant en business intelligence, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le métier, qui est consultant en business intelligence et qui connaît 5 ou 6 produits et qui fait faire ses TP sur des produits qu'il connaît. Donc, on est entre professionnels. Bien sûr, et puis j'imagine que aussi, enfin, pas que j'imagine, mais au niveau de l'évaluation, du coup, il donne un cours dans un premier temps, après surtout, il les bascule sur des projets pour qu'ils puissent mettre en application finalement ces techniques. Alors, la plupart des cours, enfin, des cours structurants donnent lieu à un projet qui est la mise en application immédiate de ce qu'on a. Alors, il y a des fois des projets qui sont un peu théoriques, hein, mais ça peut être un TP. Alors, des fois c'est un peu de programmation ou de script unique, ça rentre, et puis d'autres fois, c'est un petit projet qu'on fait ensemble. C'est ça. Par groupe de 5, quand les promos sont nombreuses, et puis sur certaines matières où ils sont moins nombreux, moi j'aime bien quand ils sont à 2 ou 3. Je trouve que c'est plus efficace. C'est sûr. Et après, du coup, ils ont quand même pas mal de projets sur l'année, hein, c'est entre 25 et 30. Je crois qu'il y en a 25 à faire. C'est vrai que c'est assez conséquent, mais ça permet vraiment de pouvoir mettre en application différentes choses. Ils ont différents rôles aussi, hein, sur les projets, s'ils sont 5, là, j'imagine. Alors, parfois, ils s'organisent justement, il y a un chef de projet ou coordinateur et les autres produisent. Parfois, ils sont plus en autogestion, ça dépend. Ok, bon, chaque personne. Très bien. Attends, une autre question, Julie. Nous avons une dernière question d'Arnaud qui nous demande quel est le diplôme à l'issue du IONIS STM, est-ce qu'il est reconnu? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du diplôme. En effet, tu veux que je réponde peut-être? Vas-y. Alors oui, donc chez IONIS STM, oui, on a un diplôme reconnu par l'État qui s'appelle RNCP, qui veut dire Registre National des Certifications Professionnelles. Ce sont des certifications qui sont décernées par le ministère du Travail, de base. Et nous sommes, alors selon la spécialisation, parce qu'on a 2 diplômes RNCP en informatique, on en a en expert et management des systèmes d'information. Et le deuxième, c'est en ingénierie informatique, si je ne me trompe pas, Richard. Voilà, et on est sur, du coup, un titre de niveau en France qui est le plus haut niveau, et sur un titre de niveau 7 en Europe, qui est le 2e plus haut niveau après le doctorat. Voilà pour la partie diplôme. Toi, aussi, tu vas ajouter. Ce qu'il faut comprendre, c'est parce que ce n'est pas toujours clair dans la tête des jeunes. En France, nous avons les masters académiques qui sont délivrés principalement par les universités, et puis les masters professionnels qui sont délivrés par une école comme la nôtre. Il y en a aussi à l'université, du moins. Donc, il n'y en a pas un qui est plus prestigieux que l'autre, hein. Ce sont des masters. Hein. Simplement, nous avons une orientation professionnelle. C'est prêt à l'emploi, c'est des gens qui sont professionnels. Bien sûr. Parfait, on n'a plus de questions. Merci, messieurs, nous n'avons plus de questions. Eh bien, déjà, je vais te remercier, Richard, pour ton expertise. Mais c'est un plaisir.
tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui sur le marché de l'informatique et les métiers. Je veux aussi remercier Julie et Florian qui sont à la technique aujourd'hui. Je vous remercie bien évidemment, vous, d'avoir suivi le webinaire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des questions après si vous en avez, ou si vous voulez plus d'informations sur notre école, on sera bien évidemment à disposition. Vous avez normalement les contacts de l'école qui s'affichent sur votre écran. Et bien Richard, on se donne rendez-vous demain, je crois, parce qu'on a un autre webinaire qui là va tourner plus autour des sciences humaines et sociales et comment lier finalement digital. Donc là, on va sortir un peu de la partie trop technique informatique, mais apprendre la partie outils digitaux à d'autres étudiants. Merci à vous et à bientôt.